Les mois sont passés, Rouen pense encore ses plaies. Sur leur site, Lubrizol et sa voisine Normandie Logistique effacent les derniers stigmates d'un incendie hors norme. 30 000 mètres carrés et 9 500 tonnes de produits chimiques partis en fumée. Une catastrophe industrielle qui hante encore la mémoire des riverains les plus proches. On a vu la fumée, le panache, on s'est dit non, on s'en va, tant pis, on s'en va. J'ai dit les filles, vous vous réveillez tout de suite, vous vous habillez, on y va. Il y a Lubrizol qui est en train de cramer, il ne faut pas rester là. On pense à sa maison, à ses enfants qui dorment encore parce qu'il est 5 heures et on se dit qu'est-ce qu'on doit faire quoi. Je me suis même dit tant pis, ma maison, elle saute, mais au moins moi je serai en vie. En tant que riverain, on n'a pas forcément la culture de ce qu'il y a à l'intérieur. On ne sait pas forcément les produits qui sont stockés, on entend juste que ça explose. Vous étiez persuadé que vous alliez mourir? Ouais, ça c'est le passage critique. Voilà. Ça se passe de mots, quoi. « 26 septembre 2019, 2h40 du matin. Des flammes gigantesques envahissent le ciel de la métropole rouennaise. Les explosions s'intensifient sur le site Seveso. À quelques mètres de là, les habitants sont livrés à eux-mêmes. Je comprends pas pourquoi c'est pas évacué, c'est pas bouché. Il n'y a personne ici. On a été réveillés par des bruits et après aucune information depuis. Un panache de fumée de 22 km de long se propage jusqu'aux Pays-Bas. Après 12 heures de combat contre le feu, les pompiers maîtrisent enfin l'incendie. Aucun mort, mais une population traumatisée et de nombreuses questions encore en suspens. J'ai, comme tous les Rouennais, considéré cet événement comme parfaitement inadmissible. Dès qu'on a franchi cette fondation-là, on est chez Lubrizol. D'accord. Quelles sont les responsabilités de Normandie Logistique et Lubrizol, les deux industriels impliqués dans l'incendie? Ça, on est sûr, c'est pas de cette zone-là que le feu est parti. Alors c'est quelle zone? Je ne sais pas vous répondre pour le moment, je ne peux pas m'exprimer sur ce sujet-là. Pourquoi la communication du gouvernement et des services de l'État a-t-elle suscité une telle défiance? Il n'y a pas de dangerosité particulière. La ville est clairement polluée. Quand vous avez toute une série de ministres qui se succèdent en donnant le sentiment que c'est à celui qui sera le premier devant la caméra, celui qu'on verra le plus au journal de 20h, et que pour être certain de ça, on dit un peu tout et n'importe quoi, on renforce le sentiment d'insécurité. Les normes françaises sont-elles à la hauteur des risques technologiques? Bonjour messieurs. Cet incendie a fait apparaître un certain nombre de marges de progrès dans notre dispositif et même dans notre réglementation nationale. Je pense notamment aux questions de stockage, pour lesquelles les normes devaient évidemment évoluer. L'État a failli, l'État a fait des contrôles, n'a pas été au bout de la démarche, l'État a mis des mises en demeure sans vérifier qu'elles étaient effectives. Quelles leçons avons-nous tirées de la plus importante catastrophe industrielle en France depuis AZF? Un an après, nous avons rencontré les différents acteurs de ce dossier. Enquête sur une affaire toujours sensible. À l'heure où nous vous parlons, la justice n'a pas encore rendu ses conclusions. La cause de l'incendie est encore méconnue, mais la presse, les lanceurs d'alerte et les enquêtes parlementaires ont mis en lumière certains dysfonctionnements. Bonjour. Et on se met où alors? Ici. Sur la petite table là-bas? Très bien. Hervé Moret a présidé la commission d'enquête sénatoriale. À la clé, ce rapport de 216 pages aux conclusions parfois accablantes. Avec les rapporteurs, il a mené 80 auditions, notamment celle du PDG Monde de Lubrizol. Je vous demande donc de prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, de lever la main droite et de dire « je le jure ». I do.
Interrogé sur la toxicité des fumées émanant de l'incendie, le leader mondial des additifs pour huile moteur se veut rassurant. Il n'y a aucune différence significative entre ce qui a été brûlé dans le feu et ce que l'on peut trouver brûlé dans un incendie, par exemple dans une maison, et même dans des maisons ou des logements, les fumées peuvent être encore plus toxiques. On était tous scandalisés, quoi. On était tous extrêmement choqués que le responsable de cette entreprise qui venait de causer cette catastrophe ose dire finalement c'est pas plus dangereux qu'un feu de cheminée. C'était bien la peine d'être accompagné de toute une escouade de communicants pour tenir des propos aussi choquants. Une communication peu convaincante, mais les sénateurs vont surtout découvrir que Lubrizol avait été épinglé à de nombreuses reprises par l'Adréal, ce service de l'État chargé de contrôler la sécurité des sites industriels. C'est un des points d'ailleurs qui m'a peut-être personnellement le plus choqué, c'est de découvrir que l'Adréal avait fait un certain nombre de remarques et même de mises en demeure 18 mois avant la catastrophe, et qu'il s'est avéré après la catastrophe qu'elles n'avaient pas été prises en compte, et que vraisemblablement si elles avaient été prises en compte, les choses auraient été différentes. C'est très bien que l'Adréal vienne et dise tel et tel point ne vont pas, il faut y remédier, mais après il faut veiller à ce que ces points soient vraiment corrigés. Et si ça n'est pas le cas, il faut des sanctions d'une extrême sévérité. On ne joue pas avec la vie des gens. En 2013, Lubrizol avait écopé d'une amende de 4 000 € seulement pour une fuite de mercaptan. Un gaz dont l'odeur a été ressentie jusqu'à Londres. Plus troublant, ce document relayé par Mediapart, un rapport de l'assureur de Lubrizol. 15 jours avant l'incendie, il pointait des insuffisances du système d'extinction de la zone de stockage. Dès 2008, vous avez attiré l'attention de Lubrizol sur le fait qu'il y avait des défaillances sur les points mentionnés, et vous avez constaté en 2019 que ces problèmes n'avaient toujours pas été solutionnés. Oui, mais nous sommes un assureur de dommages aux biens. C'est un risque que nous connaissions et c'est un risque que nous acceptions de porter en tant qu'assureur. Vous acceptiez de porter le risque, mais peut-être les populations riveraines n'étaient pas prêtes à l'accepter. C'est un peu une espèce de négligence, pour être modéré dans mes propos, de la part de l'industriel, qui n'a pas jugé utile, ou en tout cas pas urgent et pas prioritaire de faire ce qui était demandé par l'assureur. Et là encore, c'est un comportement qui ne doit plus pouvoir se reproduire. Pour en savoir plus, nous avons rencontré plusieurs responsables de Lubrizol. Très bien, on vous suit. Pour la première fois depuis cette catastrophe, une équipe de télévision est autorisée à pénétrer sur le secteur incendié. C'est pour Le responsable de la gestion de la zone sinistrée nous présente les travaux de remédiation. Autrement dit, comment Lubrizol a nettoyé les 15 000 m² du site ravagé par les flammes. Alors donc là vous avez un plan qui représente donc toute l'usine de Rouen. La zone que vous voyez ceinturée par une clôture tout autour, c'est finalement la zone où il y a eu l'incendie. Donc comme on l'a déjà expliqué plusieurs fois, ce ne sont pas les unités de production qui ont été impactées, mais vraiment la zone de stockage de nos conditionnés qui était impactée. Allons voir ça. Voilà, on va aller sur le terrain. Ce petit bâtiment que vous voyez là, qu'on a construit pour le chantier, c'est ce qu'on appelle notre zone de tri. En fait, quand on prend des fûts sur la zone incendiée, on les mettait ici et on pompait le liquide qui pouvait rester dedans pour éviter qu'il puisse faire des odeurs. Alors pourquoi il y avait quand même des odeurs régulièrement? Alors, ce qui peut se produire, c'est qu'au moment où on prend le fût avant de l'emmener dans cet endroit-là, il pouvait y avoir à ce moment-là des petits dégagements d'odeur qui étaient perceptibles du voisinage. Il aura fallu près d'1 an pour déblayer les fûts, la ferraille et les bouts d'hydrocarbures du site rouennais. Mais aussi les toitures du bâtiment qui contenaient de l'amiante. C'est pas de l'amiante, c'est des fibrociments déjà. Une très grande partie de notre bâtiment était en fibrociment ne contenant pas d'amiante. C'est-à-dire qu'on a fait des mesurages, on a détecté, on n'en trouvait pas. Il y a
quelques parties en fonction des périodes de fabrique qui en contenaient, mais il n'y a pas eu de pluie d'amiante, quoi. Au total, plusieurs milliers de tonnes de déchets évacués au compte-gouttes. Pourquoi c'était aussi long de déblayer cette zone? Déjà, il y a la surface, et l'important pour nous, c'était de générer le moins de nuisances possible. On n'a pas pu commencer tout de suite bille en tête aussi, parce qu'il y avait l'expertise judiciaire. Par exemple, cette zone-là où on est tout de suite, on ne nous l'a libérée qu'en juin. L'enquête judiciaire se concentre notamment sur d'éventuels manquements en matière de sécurité. Sur ce sujet, l'industriel considère que son système anti-incendie était adapté à cette zone où le risque d'accident était considéré comme minime avant le 26 septembre. Quand on fait les analyses de risque, qui sont des analyses probabilistiques, eh bien, on était sur des très faibles probabilités de départ de feu dans ces zones-là. Donc les moyens incendies étaient appropriés par rapport à ce faible niveau de probabilité. Votre assureur avec qui vous discutez vous a quand même mis en garde sur des risques potentiels, des choses à améliorer sur la rétention, les sprinklers, le niveau d'eau, etc. Alors, il faut vraiment distinguer le risque technologique du risque assurantiel. Risque technologique, c'est quelle est la gravité, quelle est la probabilité et la gravité d'apparition d'un phénomène. Le risque assurantiel, c'est combien ça va me coûter pour rembourser. Ce sont deux notions qui sont fondamentalement différentes. Pourtant, c'est eux qui semblaient être dans la vérité au vu de ce qu'ils ont décrit, qui est quasiment l'anticipation de l'incendie du 26 septembre. Je sais pas, je dirais que tous les Cassandres finissent par avoir raison. Je dirais que c'est vraiment deux notions différentes. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Cassandre avait le don de la prophétie, l'assureur de Lubrizol visiblement aussi. Ne pas avoir suivi ses recommandations ne constitue pas une infraction légale pour le géant de la chimie, mais Lubrizol a bel et bien été mis en examen pour déversement de substances nuisibles et exploitation non conforme d'une installation classée ayant porté atteinte à la santé et à l'environnement. D'accord ? Oui, c'est ça. Monsieur le préfet, est-ce que Lubrizol était en règle le jour de l'incendie? Alors, le jour de l'incendie, manifestement non, puisque au lendemain de l'incendie, un procès-verbal a été établi et d'une mise en demeure également, et qui portait sur un certain nombre de points, tout particulièrement les dispositifs anti-incendie sur les zones de stockage extérieures. Lubrizol a finalement renoncé à poursuivre son activité de stockage à Rouen. Bonjour. Cette décision, on l'a prise assez rapidement après l'incendie, probablement aussi dans une phase d'émotion. Et il nous a semblé qu'il fallait qu'on entende l'inquiétude des riverains et que l'on donne peut-être un gage pour dire voilà, on a compris les difficultés que le territoire a avec ce qui s'est passé. Et on a voulu donner ce gage de prise de conscience en disant on ne remettra pas de stockage de produits conditionnés importants en lieu et place de ce qui a brûlé. Et on s'y est engagé et c'est une promesse que l'on va tenir. Autre site impacté par l'incendie, Normandie Logistique, l'entreprise voisine. Dans cette zone verte, la PME régionale exerçait son activité de stockage. Sur les 4000 tonnes de matière qui ont brûlé ici, 40% étaient des produits Lubrizol. Voilà, donc là vous êtes sur, comme on le disait, sur le site dit du 21 quai de France, où Enel Logistique exploitait une activité de stockage de produits combustibles non dangereux. C'est important de le souligner. Alors quand vous dites qu'il n'y avait pas de produits dangereux, ça veut dire quoi? Alors, sur ce sujet, en fait, ce que ça signifie, c'est qu'il y a une classification bien précise des différents produits, et que, je n'ai pas d'exemple à vous citer, mais qui pourraient être des produits qui sont classifiés dangereux, et un produit classifié dangereux aurait amené un statut particulier, comme par exemple un statut Seveso. Ce n'est pas le cas pour Normandie Logistique. On souhaite vraiment insister sur ce sujet-là. Enel Logistique n'était pas un site classé Seveso, voilà. Pourtant, des deux côtés de la barrière, les produits étaient inflammables, mais les normes anti-incendie moins contraignantes chez Normandie Logistique. Cette différence peut-elle expliquer le départ du feu? Non, selon le responsable de l'entreprise. Nous ne savons une seule chose,
c'est que nous ne sommes pas à l'origine de l'incendie, puisque nous avons tout un tas d'éléments factuels, notamment liés à cette détection, qui nous confirment que ce n'est pas le cas. Voilà. D'accord, mais quel élément factuel vous pouvez nous donner? La mise en place, par exemple, la progression, par exemple, de la détection incendie. Sans plus de précision, Stéphane Maupas exclut l'hypothèse d'un départ d'incendie chez Normandie Logistique. Problème, Lubrizol sous-entend également que les premières flammes n'étaient pas de son côté. En toute logique, les deux industriels ne semblent pas vouloir porter la responsabilité de cette catastrophe. La bataille juridique est loin d'être terminée. Est-ce que vous regrettez d'avoir stocké ces produits-là à un moment? Est-ce que c'était un peu périlleux pour une PME comme Normandie Logistique? Je suis désolé, mais je n'ai pas d'avis là-dessus. Je ne peux pas vous le dire. Ça n'est pas normal que deux entreprises qui sont autant imbriquées, aussi bien en termes d'activité qu'en termes de situation, ne relèvent pas du même régime juridique. Là aussi, je pense que c'est un dysfonctionnement des services de l'État. La multinationale américaine travaille désormais avec d'autres prestataires à Lillebonne et au Havre. Les entreprises de stockage avec lesquelles nous travaillons sont elles-mêmes classées Seveso, seuil bas ou seuil haut. Donc c'est un changement notable par rapport à Normandie Logistique. C'est un changement, en effet. Lubrizol a voulu montrer sa bonne volonté sur l'épineux dossier du stockage pour pouvoir reprendre rapidement son activité. En décembre 2019, la maison mère de la multinationale américaine fait savoir au préfet qu'elle quittera Rouen si la reprise de la production n'est pas autorisée. Moi, j'avais cette information, mais très clairement, elle n'a pas du tout pesé dans ma décision. Il aurait été inconcevable d'autoriser une réouverture si les conditions de sécurité n'étaient pas au rendez-vous. Moins de 3 mois après la catastrophe, Lubrizol obtient le feu vert de l'État et peut renaître de ses cendres. Pour les riverains de l'usine, la page est plus difficile à tourner. Ça s'appelle, je pense, une expérience de mort imminente. En fait, on m'a expliqué que c'était j'étais en état de choc post-traumatique, comme beaucoup. Alors, c'est sûr, il n'y a pas eu de mort, tout ça, mais là, la santé mentale, elle en a pris un petit coup, quoi. Choquée par cette nuit infernale, Émilie revend sa maison quelques semaines après l'incendie. C'est à l'autre bout de la ville qu'elle a pu se reconstruire. C'est un deuxième souffle, en fait, c'est une seconde vie. C'est comme ça que je le prends. Ceux qui sont restés ont dû vivre avec les odeurs nauséabondes et l'angoisse que l'histoire se répète. C'est le traumatisme psychique, surtout la peur de dormir, de entendre, dès qu'on entendait un bruit, c'était un sursaut. On allait voir dans la rue, on se disait « Ah non, c'est pas Lubrizol ». Ça m'a créé une gêne respiratoire. Les yeux qui pleurent, le nez qui coule en permanence et la gorge irritée, quoi. Mon ORL qui me connaît depuis des années m'a dit effectivement qu'il y avait de grandes chances que ce soit lié à cet épisode-là. Ces riverains n'ont pas bénéficié d'un suivi sanitaire et n'ont reçu aucun dédommagement. Pas d'aménagement non plus pour leurs habitations, ni de formation au risque industriel, un statu quo qu'ils jugent méprisant. On a vraiment eu l'impression qu'on n'était pas considéré, qu'on n'était pas un vrai sujet. Lubrizol n'a jamais eu de mots, même les premiers mots des parties intéressées, que ce soit de Lubrizol, c'était pour ses salariés, et pour le maire, ça a été dire « il ne faut pas taper sur Lubrizol ». Et c'est vrai que nous, on s'est dit, en tant que riverains, en gros, on n'existe pas, quoi. On est un faux problème, on est un dommage collatéral de cet accident-là. Ça va, c'est pas très grave, ça va, vous êtes vivants. Donc en gros, c'est un petit peu ce qu'on nous oppose, en disant « ça va, finalement, vous êtes finalement moins impacté que Lubrizol qui a dû arrêter son activité ». Des fois, c'est ce qu'on a comme discours. C'est un peu dur à entendre quand même. Une colère qu'incarne le collectif Lubrizol. Un an après, le mouvement poursuit son combat. Non mais là on a eu de la chance que l'avocat de Normandie Logistique ait confirmé les courbons de la toiture. Des militants toujours en veille pour sortir de l'inertie. Aujourd'hui on est inquiet parce qu'on a l'impression que les industriels continuent à faire comme avant, c'est-à-dire jouer avec le feu. Et en face de ça, on n'a pas vu un État fort qui s'y fait un petit peu l'arrêt du match et qui, pour imposer que les industriels prennent des vraies mesures. Élu dans ce contexte, Nicolas Maillé-Rossignol, maire de Rouen et président de la métropole, assure vouloir développer la culture du risque sur le territoire,
mais n'envisage pas le départ des industries à risque. Vous pouvez déplacer les usines de 5 km ou 10 km, ça ne change rien. Et puis même, je vais vous dire, à la fin, quand vous déplacez les usines polluantes, elles arrivent où? Elles arrivent en Afrique, elles arrivent en Inde, elles arrivent dans les pays en développement. C'est ça qu'on veut vraiment? C'est ça l'humanisme du 21e siècle? Non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Moi je ne suis pas pour radier l'usine et dire bon allez tout le monde s'en va et ça fait des gens sans travail. Mais il y a peut-être des conditions effectivement à mettre en place et que ce soit beaucoup plus sécurisé que ça ne l'est aujourd'hui ou qu'on informe beaucoup plus les gens qui vivent autour et puis que ça nous rassure. Coexister avec l'espoir que les industriels tiennent leurs promesses d'être enfin de bons voisins.